Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus qui va être bougrement difficile à faire parce que je vais vous parler d'un film très complexe qui part dans tous les sens, qui brasse beaucoup de choses. The Bride, réalisé par Maggie Gyllenhaal ou Gyllenhaal, vous prononcez à la suédoise ou à l'américaine comme vous voulez. C'est son deuxième long métrage, à celle qui est aussi la sœur de Jake, qu'on retrouve dans le film d'ailleurs. Il joue une sorte de Fred Astaire, on y reviendra. Et dans son premier que je n'ai pas vu, elle faisait déjà jouer Jessie Buckley, qui interprète donc le rôle titre et principal. À ses côtés, Christian Bale, qui avait joué avec Maggie Gyllenhaal, qui est aussi actrice, dans The Dark Knight. Tout se recoupe un peu. Nous retrouvons également son époux, Peter Sarsgaard. Euh, c'est une histoire de famille, ce film. Une histoire aussi de croisement de carrière. Annette Bening, tiens, qu'on retrouve là, qui joue la docteure. Penelope Cruz, dans un rôle assez spécial. Et John Magaro, qui est un des acteurs fétiches maintenant de Kelly Reichardt. Il y a aussi, on va citer quand même Gianni Berlin ou encore Zlatko Boric qui, comme d'habitude, joue un gros méchant. C'est pas la première fois qu'il le fait, on sent qu'il aime ça. Et donc, c'est une relecture très libre de cette suite qui n'a jamais eu lieu. Oui, La fiancée de Frankenstein. Alors, vous avez eu un film, évidemment, Universal, mais on la voyait à peine, cette fiancée. Là, c'est comme si Maggie Gyllenhaal, qui est aussi scénariste, se prenait pour Mary Shelley, qui aurait pu, si elle avait vécu plus longtemps, écrire cette suite à ce roman culte. Et d'ailleurs, elle fait intervenir Mary Shelley dans le film, qui est aussi joué par Jessie Buckley. Voilà. Et imaginons donc que post-mortem, la romancière voulait créer sa créature d'une certaine manière et va posséder une sorte de prostituée ou escort girl avant sa mort. Voilà. Et une fois que celle-ci sera ressuscitée, façon le monstre de Frankenstein, eh bien, Mary Shelley ne va pas la manipuler, non. Elle va l'utiliser indirectement comme une sorte d'arme vengeresse pour toutes les femmes qui ont subi. Mary Shelley elle-même, quelque part, peut-être, n'ayant pas été reconnue, du moins de son vivant, à juste valeur, et qui n'a pas eu le temps, peut-être, de continuer son œuvre, qui va ici donc être perpétuée dans une double réalité, j'ai envie de dire. Parce que si on voit Mary Shelley enfermée dans sa tombe, post-mortem, et tout discuter en noir et blanc avec Ida pour la posséder, etc., il y a également donc ce monstre de Frankenstein, qui a été créé uniquement dans le roman, mais qui a pris vie, et on se retrouve ici dans les années 30 à Chicago, d'abord, ville du crime pendant la Grande Dépression, tout ça. D'ailleurs, il y a des gangsters. Alors, c'est pas Al Capone ici, c'est un certain Lupino. Tiens, intéressant ce nom de famille qui vous dit quelque chose, peut-être une grande réalisatrice-actrice. Et d'ailleurs, le personnage de la Bride, son prénom avant qu'elle ne la devienne, c'est Ida Lupino. On y est. Petite connexion ici. L'une des références multiples d'un film qui va vraiment dans tous les sens, qui va pas plaire à tout le monde. Bref, oui, il est là, notre monstre, sous les traits de notre cher Christian Bale, qui joue ici sur ses transformations physiques multiples dans sa carrière pour jouer donc la créature. Et celui-ci cherche à avoir sa fiancée. C'est un peu comme dans le film de 1935. Et il va demander à une docteure femme, parce que oui, nous avons dans le film des femmes qui ont des rôles importants, mais qui doivent malheureusement ne pas pouvoir les assumer en public. C'est un peu compliqué, mais on connaît l'idée et on voit que c'est important. On voit le message qui est bougrement passionnant d'ailleurs. Donc ils vont déterrer cette jeune Ida prostituée du début, là, Jessie Buckley, et elle va devenir la Bride. Voilà. Alors, j'ai pris l'accent un peu de Jodorowsky, là, si vous connaissez, dans le documentaire Jodorowsky's Dune, mais on va éviter de faire vraiment des parallèles ici. Non. Et après, qu'est-ce qui va se passer Frank, parce que finalement, Frankenstein devient Frank, enfin, le monstre devient Frank, par raccourci, et sa fiancée, qui n'est pas encore sa fiancée au début, qui ne s'appelle plus Ida, qui s'appelle, elle se fait surnommer Penelope Rogers, parce que Frank l'appelle ainsi à cause de Ginger Rogers. On reviendra sur cette référence-là. Bref, ils vont partir après avoir tué des gens qui voulaient violer la dame. Donc, en mode Bonnie and Clyde. Et on va sortir du genre du début et on va parcourir beaucoup de cinéma dans ce film de cinéma. C'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que je n'ai même pas donné le style du film. On navigue entre fantastique, horreur, drame, romance, polar, film de gangster et comédie musicale. Oui, tout est mélangé. On prend tout. Il y a des moments qui peuvent être drôles malgré eux ou pas aussi. C'est vraiment une fusion et à foison de 7e art là-dedans, avec des références littéraires en plus. En voulez-vous,
en voilà, on se fait plaisir, quoi. Et on se fait plaisir ou pas? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont rejeter cette œuvre qui vraiment, j'insiste, d'une richesse rare. C'est-à-dire, vous sortez de là, je ne sais pas ce que j'ai vu à un moment. Il y a des moments où j'ai trouvé le temps long, oui, parce que c'est bourratif. Hein, ça n'arrête jamais. Il y a des idées à toutes les scènes et des séquences et de machins et de choses, des références. Parfois, c'est quand même un peu trop bavard. Oui, il y a des petites storylines alternatives, notamment autour d'un inspecteur, de sa collègue secrétaire qui veut être vraiment, et qui est plus intelligente d'ailleurs hein, que l'inspecteur. Il y a aussi des gangsters. À un moment, t'es là, mais ça regorge d'idées, et c'est ça qu'on veut aussi dans le cinéma. Et en fait, c'est un film bougrement généreux et important dans le monde contemporain d'un cinéma qui doit se réinventer perpétuellement. Alors oui, il est vrai, il le fait ici par postmodernisme, par référence, par citation, mais il brise aussi ce côté méta et ces situations-là en déjà mixant deux réalités qui ne sont pas possibles. Comme je le disais, Mary Shelley qui existe donc dans notre réalité, mais son monstre aussi a existé, alors pourquoi pas mélange entre la mort et la vie, dans tous les sens du terme d'ailleurs, de possession et de résurrection, de revitalisation, et mélange de réel de cette Amérique des années 30 avec des points un peu anachroniques ou uchroniques. Faites attention au design qui est extraordinaire, hein. Des milieux underground qui sont visités, des costumes, musicalement, il y a des passages un peu jazzy années 30, mais mixés avec de la musique moderne, et on voit que de toute façon Maggie Gyllenhaal, elle a pas voulu du tout se restreindre, et toutes les idées qu'elle a eues, elle les a mises. Ça se sent. Alors c'est aussi le défaut, vous voyez, de ces qualités-là, parce que ça va perdre beaucoup de gens. Je pense honnêtement que 60% des spectateurs vont être un peu sur le carreau, voire plus. Les premiers retours étaient quand même en majorité négatifs. J'avais un peu peur de le voir, et là j'arrive, je sais pas ce que j'ai vraiment pensé du film, mais ce qui est sûr c'est que j'ai beaucoup à dire, et que je ne peux pas tout dire là. Pas parce que je ne vais pas spoiler, je vais spoiler si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais il y a tellement de trucs qui me viennent en tête que pour synthétiser ceci quasi à chaud, il aurait fallu que j'écrive, et même je souhaite bon courage à celles et ceux qui voudront faire des critiques écrites constructives et développées, parce qu'il va falloir trouver une matrice là-dedans, et c'est pas évident. Alors évidemment, il y a ce fil rouge, la lutte contre le patriarcat masculin, capitalisto, plutôt ici gangstéro, policier, c'est important ça, et c'est vraiment le filigrane. Même cette créature Frank, par défaut, est un homme, et va manipuler aussi cette bride en lui mentant sur d'où elle vient vraiment. Il ne lui dit pas, hein, du moins dans un premier temps, qu'elle a été ressuscitée, etc. Il y a ce détective-là qui s'en veut un peu, alors j'expliquerai peut-être plus dans la zone spoiler, et nous avons des femmes fortes qui ont besoin de s'exprimer, comme Mary Shelley a eu besoin d'eux, mais n'a pas pu vraiment aller au bout de son idée, comme donc cette nouvelle Ida revitalisée en bride qui va avoir beaucoup à dire, qui va aussi devoir résister, qui préférerait ne pas faire certaines choses. Alors oui, il y a des citations de I would prefer not to, c'est du roman court Bartleby the Scrivener, un de mes écrits américains préférés d'ailleurs, de Herman Melville, oui, celui qui a fait Moby Dick. Il y a cette idée-là de passivité, mais qui va se transformer en action. Et évidemment, l'action, il y a des moments où ça va être assez violent, fatalement, ça va tuer, ça va venger, et ça va être l'écho de toutes ces femmes qui ont été martyrisées, tuées, utilisées, possédées d'une certaine manière. Et le paradoxe, c'est que Ida slash The Bride est elle-même possédée par Mary Shelley, qui parfois s'exprime de sa bouche avec un accent british, avec voilà, il y a cette idée-là. Et Jessie Buckley est exceptionnelle parce qu'elle est survoltée. Parfois, voilà, ça donne l'impression que elle ne maîtrise rien, mais l'actrice, elle, maîtrise son personnage qui ne maîtrise rien et qui va avoir cette idée de liberté absolue. C'est un film de liberté totale, radicale, et elle est exceptionnelle, cette actrice. Déjà que je l'ai beaucoup aimée dans Hamnet, elle va avoir l'Oscar, c'est évident. Bah, même là, imaginez, bon, je ne sais pas ce que seront les Oscars de 2027, on s'en fout un peu, hein, de toute façon, mais là, c'est exceptionnel aussi. Mais ça va dépendre des retours, pardon, sur ce film aux States, ça va pas aimer. Ça va pas aimer beaucoup le film là-bas. Ça, c'est évident. Donc, je pense que ça sera très boudé l'année prochaine par l'Académie, même sur les costumes et tout. Alors,
Voilà, je parlais d'anachronisme et tout, il y a des détails. À un moment, on voit un 2 plus 2 égale 5. Hein, rappelez-vous ce documentaire sorti la semaine dernière dont j'ai parlé, là, sur Orwell. C'est marrant qu'il y ait ça là, parce que ce n'est pas du tout dans la temporalité. Et il y a des réalités alternatives au-delà donc de cette créature qui est là, oui, pourquoi pas, par le cinéma, parce que notre cher Christian Bale slash Frank aime le cinéma, il s'y réfugie pour vaincre la solitude et le rejet de la société, c'est passionnant, et il est fan d'une sorte de Fred Astaire, donc joué par Jake Gyllenhaal, d'ailleurs dès le début du film, on a l'impression de voir un extrait de Top Hat. D'ailleurs, Ginger Rogers, visiblement, existe dans cet univers, mais pas Fred Astaire, c'est très bizarre, hein, ce mélange-là de réalité et fiction. Vous avez des films qui sont cités de cet acteur qui n'existe pas, vous avez des films qui sont cités qui existent, notamment avec Marlène Dietrich, L'Ange Bleu, parce qu'il y a une chanson, c'est-à-dire que vraiment, on mélange fiction et réalité, même dans la réalité uchronique alternative qui nous est présentée là. Et j'aime beaucoup parce que, justement, c'est comme si Maggie Gyllenhaal réinventait un univers, réinventait ces créatures, un mythe, pour faire vivre autrement ces créatures et surtout donner la puissance et la parole à des femmes qui sont dans le film, de toute façon, de facto, utilisées, voire même tuées, et c'est un geste hyper libérateur. Et après, voilà, dans cette idée-là de 7e art référencé, d'ailleurs, il y a des scènes extraordinaires, notamment au cinéma, où les monstres sont dans la salle et à l'écran en même temps, il y a ce jeu là-dessus. Il y a aussi une scène magnifique de drive-in, où le couple à l'écran fait fusion avec le couple, nous, de la réalité, et il y aurait plein d'autres trucs à dire, voilà, mélanger genre, je l'ai dit, road movie, Bonnie and Clyde, face à face un peu western avec ce flic là, ou que c'est violent ça. C'est-à-dire vraiment, je crois qu'on voyage à peu près parmi tous les genres du cinéma. Il y aurait que la science-fiction qui serait pas là. Ce serait plus du fantastique, mais c'est aussi de la SF. Et à un moment, on parle de voyage dans le temps potentiel. Ça m'a fait rire. Alors c'est pas dans les spoils. Hein. Il y a une idée vers la fin, mais c'est comme si en fait vraiment à un moment, je me suis demandé si on n'allait pas partir là-dessus. Allez, j'y glisse là dans la zone spoiler, juste pour arriver au bout, pour arriver à la mort des deux amants. Et en fait, ils ne sont pas morts, ils vont être revitalisés derrière, victoire peut-être pour qu'ils puissent vivre autrement, même s'ils oublient tout ce qu'ils ont vécu, parce qu'il y a une sorte d'amnésie, hein. La preuve, Ida ne sait plus qui elle est, c'est pour ça qu'on lui ment malgré tout, mais derrière, voilà, on imagine que les deux morts ou remords vont revivre autrement et pouvoir partir à zéro et être libres, peut-être que c'est ça le message final, libéré par donc la docteure, par sa gouvernante aussi, par l'inspectrice, tout ceci couvre en fait, voilà, le côté patriarcat, on l'envoie valser, un peu ridiculisé. Le mafieux va mourir à la fin, probablement maquillé, je dirais même possédé en retour par toutes ces femmes qu'il a fait souffrir, qui sont maintenant partie commune, on va dire, d'une vengeance collective menée par la Bride. Oui, c'est un peu comme Joker, hein, c'est une des références, mais cette fois-ci plus, on va dire, récente que le reste. Ça vraiment, ça part dans tous les sens. Hein. Et on remonte avant, évidemment, il y a des scènes très féministes de libération contre les hommes. Il y a aussi une non-acceptation de demande à mariage. C'est très intéressant aussi, des danses libres dans cette scène de cérémonie là assez exceptionnelle où d'ailleurs notre cher Franck rencontre son héros acteur qui s'avère être assez détestable, mais on n'imagine pas autrement, hein, dans cette bourgeoisie là décalée d'un patriarcat qui se suffit à lui-même. Et voilà, il y a 36 000 milliards de choses dans tous les sens. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est surtout comment c'est digéré, parce que c'est pas évident. Hein. Plusieurs fois dans le film, je me suis dit, ah, je vais décrocher. Oui, il y a des scènes où j'ai décroché aussi. Ce détective qui s'avère en fait être un ancien amant hein, de Ida au début, il l'a utilisé comme indique. Il y a cette culpabilité qui va là. Finalement, il laisse le leadership à sa secrétaire, Penelope Cruz, qui est plus forte que lui. Il y a des intuitions. Bon, il y a trop de trucs, les gangsters à droite à gauche. Bon, à un moment, oui, c'est too much. Évidemment que c'est too much, mais c'est voulu dans la radicalité. Et arrivé au bout, tu te dis, mais merci quand même, quoi. Merci pour ce cinéma-là. Merci pour cette liberté. Oui, j'insiste, je me répète, mais c'est important d'avoir des films comme ça. Et c'est exactement le genre d'œuvre qui va rester, je pense, qui nécessitera d'être revu, d'être questionné à travers le temps. Ça peut être un film matriciel de beaucoup de choses, pour les 5, 10, 20 années à venir. C'est un film qui peut être rejeté, mal voilà, accepté par le public, qui peut faire un flop, un fiasco en salle, peu importe, mais réhabilité en termes de film culte à l'avenir, je ne sais pas. Vous me le direz, vous, comment vous avez ressenti les choses, mais c'est un geste vraiment créatif qui parle aussi de la création, qui parle de l'art dans tous les sens, donc littérature,
comédie musicale, certes, à travers le cinéma, et donc surtout le cinéma, tout ce qui est décor, tout ce qui est costume, il y a beaucoup de choses dans ce film. Ça fourmille. Et je veux dire merci à Maggie Gyllenhaal. Voilà, même si tous ces défauts-là, ils sont acceptés, acceptables, parce que c'est nécessaire en fait. Tu peux pas avoir un film parfait, c'est un film de monstre, c'est un film monstre, donc rapiécer de plein de choses du passé et qui a tendance à aussi vouloir raccrocher des choses du présent, mais forcément avec des alternatives fantasmées de plein de choses, mais ça donne la parole ici à une autrice, à une réalisatrice, une scénariste, à une actrice principale exceptionnelle, à d'autres actrices aussi qui s'en donnent à cœur joie, et c'est un geste nécessaire, c'est un geste de cinéma d'auteur, d'autrice ici, un peu marginal aussi, un peu comme certains de ces personnages, mais qui a possédé, qui clairement ici, le blockbuster, parce que c'est un blockbuster, 80 millions de dollars, Warner Bros, tout ça, mais c'est vraiment comme une idée indépendante de liberté qui fait du bien. Voilà, il en faut des films comme ça. Bien sûr, je comprendrais que beaucoup détestent, moi-même je peux les avoir, ces réserves, mais arrivé au bout, il faut retenir surtout ce souffle-là, qui est important. Je ferme la zone spoiler là-dessus. Hein. De toute façon, j'en étais déjà sorti plus ou moins. Allez voir The Bride. Faites-vous votre propre avis. Parce que oui, vous allez lire des avis très négatifs sur le sujet. C'est probable. Parce que le sur-trop, ça plaît pas. Alors évidemment, il y en a certains qui vont crier au wokisme encore. Hein, en ne comprenant absolument rien au principe, au message, au geste et surtout à l'art derrière. Mais tant pis pour ces personnes-là. Mais d'autres vont détester au-delà donc de certains préjugés. Et c'est normal. Hein, voilà, hein, j'insiste là-dessus. Par contre, je sens que beaucoup vont adorer. Et ça pourrait figurer dans certains tops à la fin de l'année assez surprise. Je ne dis pas que ça sera dans le mien. Je ne sais absolument pas comment il vieillira ce film en moi. Mais vous avez ici un premier aperçu de ce que je ressens à chaud et très pêle-mêle d'une œuvre, mais qui va faire parler d'elle. Il faut que ça fasse parler. De toute façon, ce genre de film, c'est important. Et j'ai envie de dire qu'on a une semaine de cinéma très intéressante, hein, et assez variée, surprenante. Mais ça fait du bien d'une certaine manière. Surprenante aussi parfois dans la non-surprise. Hein. Je vous renvoie aussi sur ma vidéo concernant Jumpers Pixar. Mais bon, hein, ça existe. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire donc ce que vous avez pensé de cette créature monstrueuse d'un cinéma qui fait quand même du bien, même si parfois ça fait pas forcément que du bien par là où ça passe. Hein. Mais c'est le but aussi, je pense. Allez, à la prochaine. Ciao.